Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Aujourd'hui, un regard croisé exceptionnel mené de main de maître comme toujours par Ed Wood. Dans cette vidéo, il fait un entretien avec Alexandre Steiger. C'est un comédien qui a fait le conservatoire mais qui a un tropisme pour le cinéma. Il a joué avec Kassovitz, avec Wes Anderson notamment. On l'a vu dans Yves Saint Laurent et d'autres films, Perdrix de Erwan Leduc. Et dans cette interview, il parle de tout cela, mais surtout aussi de son dernier roman qui s'appelle Sans Bill ni Murray, que Querelle vous recommande chaleureusement. Querelle qui continue à grandir, mais qui a besoin de votre soutien pour se faire connaître. Parlez de Querelle, partagez la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, mettez des likes, des commentaires, on répond autant que possible. Je vous laisse regarder cet entretien avec Ed Wood et Alexandre Steiger. Alors donc la première question. La première question, c'est une image qui t'aurait impressionné dans ton enfance, que ce soit une image cinématographique, télé, paysage, tableau, euh, n'importe quoi, mais imaginaire, mais quelque chose qui t'a vraiment marqué dans ton enfance. Une image, quelle qu'elle soit. Ouais, qui Bah, je t'a impressionné, quoi. ouais, j'essaie quand même de penser un peu au cinéma, quelles premières images on a eues, mais je dirais bizarrement c'était, La Guerre du feu. J'ai un souvenir, je l'ai pas revu d'ailleurs depuis, mais sans doute parce que à cette époque-là, j'avais pas le droit d'aller voir La Guerre du feu. Je crois que c'était 81. Ça devait être comme ça, et donc il y avait, moi j'avais un grand frère et lui il avait eu le droit d'aller voir La Guerre du feu, et moi non, donc à la même époque sortait La Soupe aux choux. Donc j'avais eu le droit à la soupe aux choux, et donc mon frère avait été rentré comme ça, il avait vu La Guerre du feu, voilà, c'était un peu comme comme le secret du Père Noël, et lui il savait que ça n'existait pas. Enfin il y avait, donc c'est resté en mémoire, d'abord une image que je n'ai pas vue, qui était La Guerre du feu, où j'essayais de m'imaginer, ce qu'était La Guerre du feu. Mais j'avais vu La Soupe aux choux, donc en même temps cette Guerre du feu se mélange avec l'image de Villeray, et je me demande d'ailleurs dans La Soupe aux choux, à quel moment, comment ça s'est passé au moment où le type a présenté le projet? C'est-à-dire où il a dit: «Voilà, c'est des paysans qui pètent et qui, font venir une soucoupe volante». Je sais pas à quel moment il y a un type qui a dit: «Chut, ne me dis rien, banco, je signe». Tu t'imaginais la guerre du feu, mais finalement, tu l'as vue? Finalement, je l'ai vu, ouais, et mais comme je l'ai pas revu depuis, ce mélange de l'image que je m'en faisais, un peu mythologique, avec la réalité de ce film-là. Mais une fois que je l'ai vu, ce dont je me souviens, c'est que c'était, très sexué. Enfin, OK. j'avais une image de il y a des scènes un peu crues, un peu dures. Et je crois que c'est n'importe quoi d'ailleurs d'un point de vue historique. Il paraît qu'ils mélangent complètement les époques, ou qu'il y a des choses impossibles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on mangeait encore les êtres humains. Enfin, il y avait au contraire, là, dans le film, ils montrent qu'ils sont dégoûtés par la enfin, il y a plein d'anomalies, mais voilà, c'était La Guerre du feu. Ces espèces de films, qui faisaient sensation à l'époque, et puis, tout le monde allait voir ça, je me souviens. En même temps, il y avait L'As des As aussi. J'étais aussi dans beaucoup de confusion à cette époque. Je croyais que c'était mon père, Belmondo, avec le flambeau au milieu des nazis. Je sais pas pourquoi, mais j'avais un père assez physique, et donc pour moi, ça allait de soi que, bah, il soit à l'écran dans L'As des As. Alors, tu parles un peu de cette frontière réalité, imaginaire. C'était quelque chose où tu étais un peu perdu quand tu étais enfant, entre les 2. Toujours un peu. Non, non. J'ai réglé ça la semaine dernière, ça va vachement mieux. Mais j'ai arrêté d'appeler Jean-Paul Belmondo. Mais non, non, c'était pas une confusion. Moi, je pense que quand on est enfant, on est fasciné comme ça par les images, et puis on mélange un peu la vie comme quand on regardait le foot. J'ai encore même époque, 82, mes premiers souvenirs finalement de télé, c'est presque des films, hein, pour moi. C'était très romanesque, c'était Platini, ou c'était Battiston qui se fait, massacré par Schumacher. Je voyais mes parents, pleurer, hurler, et on avait l'impression, peut-être c'était le physique des footballeurs à cette époque, avec un ventre un peu bedonnant, mais on avait presque l'impression que c'était notre père qui était, ou notre oncle, un peu ivre après un mariage, qui s'était pris un coup, par un type. Donc il y avait, je sais pas si c'était l'époque ou pas, mais on était vraiment en empathie avec ce qu'on voyait sur les écrans. Enfin, ça accompagnait, peut-être plus la vie, et donc ça, ajouté à l'âge,
faisait que, voilà, c'était un paysage d'enfance, quoi. Tu dis que c'est un vrai roman. Effectivement, le foot à cette époque, il s'est passé plein de choses et il se passait vraiment des histoires sur le terrain. Mais du coup, tu le prenais, comme de la fiction ou tu savais que c'était vrai? Et inversement, les films, quel était ton rapport à la fiction, en fait, et à ce que tu voyais à travers l'écran, soit de cinéma, soit de télé? Est-ce que c'était quelque chose, Peut-être c'était une manière, mais très inconsciente, mais d'essayer de comprendre le monde ou les émotions des gens. Moi, je voyais ma mère était, aussi à moitié espagnole, donc quand il y avait un France-Espagne, ça hurlait des 2 côtés, enfin c'était drôle, hein, c'était passionné, mais donc je me disais: «Tiens, alors là apparemment il y a un drame, là apparemment il faut être heureux». Il y a et le cinéma fonctionne un peu pareil où, on n'a pas vécu, enfin quand on est enfant même jusqu'à assez longtemps, et donc ça apprend un peu à vivre. Plus tard, ça m'a refait la même chose, mais vers 20 ans, vers 16 ans, avec les films de Truffaut, où on voit des vies qu'on n'a pas vécues à des âges qu'on n'a pas vécu. Toute la série des Douanel, où j'avais l'impression que ça apprenait un peu à vivre, à l'avance, avoir un temps d'avance. C'est quoi un mmh, mariage? C'est quoi un ménage? C'est quoi. Et puis il y a cette phrase dans La maman et la putain de Jean Eustache, je crois, où il y a Léo qui fait un lit, et je sais plus ce qu'il dit, il dit: «Voilà, le cinéma ça sert à ça sert à faire un lit». Et c'est vrai que ça sert à apprendre, des choses comme ça. Et puis la vie rêvée, évidemment, parce qu'il y a pas de, voilà, d'embouteillage, c'est assez héroïque, c'est romanesque, quoi. Bon, maintenant je suis désabusé, je suis devenu un je range plus ma bibliothèque, c'est terminé tout ça. Mais classé vrac. par désordre alphabétique. C'est très bien ça. J'ai l'impression que la télé, c'était un objet important ou le cinéma, c'était, surtout au cinéma? Parce que tu as parlé de ton frère qui allait voir, Jean-Jacques Jean-Jacques Hano. Hano, Ouais. au cinéma et toi, pareil, tu allais au cinéma? On t'emmenait au cinéma? Ou Ouais, qui alors je sais pas, j'ai l'impression que c'était cette période-là aussi un peu où chaque film était un événement, enfin notre génération, je veux dire, toi tu es né en 1934, je crois que c'est à peu près pareil c'est que ça. moi. C'était à un moment donné, on avait beaucoup de pétrole, on adorait le pétrole à cette époque, on en avait même des barils chez nous, on mangeait du sel, on polluait. Bref, mais non, mais j'ai l'impression que c'est cette époque où les films étaient des événements, il y en avait pas tant que ça qui sortaient, c'est des grands films. Peut-être c'est parce qu'on était enfant et qu'on connaissait pas les films d'auteur, je sais pas. Mais il y avait, voilà, le Louis de Funès qui sortait, et donc c'était des décisions familiales, on allait voir ça, on en parlait à l'école, ouais, c'est l'époque E.T., tout ça qui s'est perpétué après avec des films un peu plus mauvais comme, La Bamba ou Le Grand Bleu. Mais ouais, c'était des événements. On sortait au cinéma et en même temps, c'était le début, enfin, la télé existait déjà, mais c'était le début des diffusions à la télé des films. Mon père qui voyageait beaucoup nous avait ramené un des 1ers magnétoscopes. Donc on avait un magnétoscope comme ça avec des touches, grosses comme des iPhones. Hop, on appuyait dessus. Parfois, on n'était pas sûr que ça avait enregistré le film, ça fallait attendre, en plus, que ce soit fini donc c'était débile parce qu'il fallait, ne pas voir le film, mais l'enregistrer, et à la fin et des fois, on voyait le résultat, il y avait rien du tout. Ou il y avait un écran noir ou une queue de comète de programme avec un type, années 80, une chemise jaune, une cravate à rayures, décoiffé, qui disait le film n'avait pas été enregistré, il y avait juste le commentaire du type qui disait: «Et voilà, vous avez vu le». On avait une quantité de cassettes ratées comme ça. Mais du coup, oui, j'ai l'impression que c'était le tout début de ce mouvement-là qui allait de la salle au salon, et où comme ça, on avait enregistré des Chaplin, il y avait, ouais, plus tard des westerns, enfin voilà, avec les émissions de cinéma qui passaient à l'époque, hein. On pouvait, comme dit Truffaut, consulter les films, après. Et du coup, à cette époque-là, ça continuait à être une décision familiale, le film qu'on enregistre, le film qu'on regarde, ou tu as eu un peu d'indépendance? Et à quel moment a eu lieu cette indépendance, si tu en as eu? C'était une tyrannie, qui était très organisée, très pyramidale, avec des réunions, et on était obligés de. Non, non, ça se faisait, non, non, naturellement, je sais pas, j'ai plus le souvenir de comment ça se passait, mais il se trouvait qu'on y allait comme ça. Puis il y avait aussi la concurrence saine avec les copains. C'est-à-dire le copain qui a dit: «Moi j'ai vu E.T., j'ai pas eu peur, j'ai pas pleuré», alors qu'en fait j'avais appris qu'il avait pleuré, qu'il était, obligé de sortir de la salle. Donc il y avait ce truc-là à l'école de celui qui avait vu,
les films, donc on tannait les parents, aussi, oui, j'ai l'impression qu'il y avait aussi des types de films qui réussissaient à être à plusieurs degrés de lecture. C'est à la fois pour les enfants, aussi pour les adultes. Enfin, ça existe toujours, mais c'est quand même un peu plus marketing, maintenant et j'ai l'impression que moi, en tout cas, avec mes enfants, on va avoir des gros, enfin, je vois des parents qui vont voir des choses pour enfants plutôt que l'inverse. Là, c'était presque légèrement différent. On allait voir des choses d'adultes, qui pouvaient concerner les enfants. Mais, après, peut-être que je me trompe et que c'est un regard, voilà, différent, mais aujourd'hui, on irait voir un Marvel, quoi, en fait, finalement. D'ailleurs, je crois que j'en ai jamais vu, c'est une honte, il faut que je regarde ça. Je note ça sur mon frigo, voir un Marvel. Heu, Mais du coup, tu les emmènes voir quoi? Enfin, quand c'est heu ouvert, hein, Ouais, là tu me parles d'une époque, ça fait 6 ans maintenant qu'on est confinés, la dernière fois. Non, mais là ils sont petits, donc enfin, c'était surtout des dessins animés, des choses comme ça, mais par contre à la maison, on a des choses, très différentes. Il y a des DVD, donc enfin, mon fils regardait, enfin très, très jeune, était fasciné par les Buster Keaton, donc ça c'est chouette. On regardait ça, la Mécano de la Générale, donc à l'intérieur de la maison, on voit des choses un peu plus complexes, différentes. On voit des films, on discute, tu as un rôle de passeur avec tes enfants et toi, est-ce que quelqu'un a fait la même chose avec toi? Est-ce que dans ta famille ou en dehors de la famille? C'est venu plus tard, parce que j'étais pas forcément dans une famille qui était très, portée sur la culture ou pas forcément, c'était pas leur milieu. Mais c'est venu plus tard, j'avais un meilleur pote dont le père était projectionniste, qui était un type assez génial, assez dingue, qui était projectionniste à l'époque, ça s'appelait l'Arlequin rue de Rennes. Il passait que des vieux films, donc on était donc dans la salle de projection. J'avais vu Alexandre Nievski comme ça, sans comprendre vraiment, ce que ça voulait dire, mais j'étais un peu fasciné par ces images, je me souviens d'une scène avec des chevaux sur un lac et puis, le lac se craquelle et les chevaux, tombent dans le lac et en même temps, il était projectionniste à Gambetta et donc on allait voir des films beaucoup plus, populaires. Donc c'est surtout par le biais de cet ami-là que j'ai commencé à voir beaucoup de films, avoir le plaisir de ça et puis c'est venu après, mes études, moi, enfin pendant mes études, j'étais en colocation avec Erwan Leduc, qui est réalisateur maintenant et qui lui adorait le cinéma. Donc là, lui, il était très nouvelle vague, donc on a regardé énormément de films ensemble. Il m'a montré beaucoup de choses que je connaissais pas. Il avait une caméra, une espèce de caméscope, et donc on faisait des films un peu laboratoire, qui étaient à la fois chouettes et un peu fous. Et donc c'est venu vraiment, vraiment tard, ouais. Je dis ça par rapport aux autres, comédiens que j'ai côtoyés après à l'école où j'ai vu que c'était des passions, qui très précoces, avec une volonté de devenir comédien qui était apparue assez jeune, ce qui moi est arrivé, assez tardivement. Parce que C'est arrê je voulais gagner ma vie convenablement et avoir un vrai métier et pas mais donc j'ai fait des études, quand même, voilà. J'ai commencé très tard. et tu en autodidacte, en fait? Un peu, ouais. Un peu parce que je connaissais rien et quand j'ai eu le conservatoire, je savais même pas que ça existait. J'ai vraiment commencé des cours de théâtre, au dernier moment. J'étais tombé sur des super profs, mais je passais le conservatoire. Quand je suis arrivé là-bas, je connaissais rien. Les gens me parlaient alors là, je parle du théâtre, mais de metteurs en scène russes. Il faut absolument aller à la colline, voir machin, Vassiliev, tu vas voir, c'est fou, on y va tous en collectivité et en fait, je disais rien, je ne connaissais pas. Je connaissais que le cinéma, en fait, la nouvelle vague et donc j'ai mis du temps à rattraper, en fait, voilà, ce que j'avais pas acquis, comme culture. Ou ce que je connaissais du théâtre, c'était des figures qu'on voyait à la télé, des Terzieff, et Michel Bouquet qui est un grand acteur, mais voilà, je connaissais pas tout le milieu, en fait, culturel. Et du coup, le théâtre t'a pas plus attiré que ça? Moi, j'ai fait du théâtre, pour apprendre à jouer, en Mmh. fait, et j'ai appris à l'aimer, à voir ce que c'était, à m'immerger dedans. Mais au départ, non, je me méfiais un peu de ça pour des raisons un peu idiotes, parce que je trouvais que parler fort, c'était pas très poli. J'étais pas très à l'aise avec ça et puis je trouvais que ça maintenant j'ai changé évidemment d'avis, mais à l'époque, je me disais que ça avait à voir avec, un type de comédien qui était fait pour,
pour être, non pas extérieur, mais être plus exhibitionniste, c'est-à-dire aimer ça. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui dansait sur les tables, je suis plutôt, paradoxal, j'étais plutôt un timide qui transgressait quelque chose et donc il me semblait que le théâtre avait à voir avec le fait d'être très, très bien, déjà très renseigné sur soi, avoir été vraiment regardé, aimé, avoir vécu dans des cousinades où on prenait la parole, on imitait les gens à table, c'était pas du tout mon cas et donc j'ai vu des gens très à l'aise déjà et je sentais que ça venait depuis l'enfance, cette chose-là et donc il me semblait que le théâtre avait à voir avec ça alors que le cinéma pouvait arracher, quelque chose à un acteur, il y avait un moment présent, on pouvait se lâcher puis se rétracter à un moment et c'est vrai que le théâtre, ça demandait une technique, une solidité, le fait de s'extérioriser, de se centrer et que j'avais pas, un outil que j'avais pas. Je crois que je marmonnais au théâtre pendant très longtemps, quoi. Mais voilà, après on apprend, il y a des techniques, il y a mais je trouve toujours que le parler fort est très très mal poli. Alors quand je t'ai connu, effectivement, c'était, période de la fac, on Ouais. côtoyait, Christophe Régin, donc toi, il y avait Erwan Leduc, il y avait, tout un tas de gens et qui sont, Mmh. Et la tous, PlayStation 1 et la PlayStation 1, la Nintendo 64 juste avant aussi. Ça aussi, c'est et des images. On regardait des Fellini, puis on jouait à des jeux, stupides, à l'époque, les jeux, on pouvait, pas les truquer, mais comme ils étaient encore un peu mal faits, on essayait de battre des records absurdes comme, avec un jeu de foot, marquer 264 buts contre l'Irlande. Voilà ce qu'on pouvait faire, pendant une journée, avec Christophe Régin. Allez, je balance et Erwan Leduc. Mais, donc on passait d'un truc un peu élitiste à vraiment la plus grande régression, possible. alors, justement, ces 2 réalisateurs-là t'ont beaucoup fait tourner dans des courts métrages à ce moment-là Ouais. et ils ont beaucoup, mis en valeur ta capacité d'improvisation parce que il me semble que les dialogues, tu avais des notes d'intention de dialogue et après tu partais, dans une logorrhée, auto-alimentée. Est-ce que le fait d'avoir pris des cours, c'était pour, catalyser cette logorrhée ou ça a été, un moyen aussi d'en faire quelque chose d'autre? On parlera de ça après, mais, il me semble que Heu, ça vient de là aussi. Parce que je te sentais ah oui, déjà auteur à ce moment-là, parce que tu étais auteur de tes propres dialogues et ouais, des dialogues assez fantasques, mais qui avaient du sens quand même. Enfin, ça avait une allure d'improvisation absurde et puis finalement, en fait, quand tu mettais bout à bout tous les dialogues, ça racontait vraiment une histoire. ouais, peut-être sur un malentendu. Mais, ouais, c'est vrai que c'était très libre, on faisait des choses très libres. En même temps, il y avait une atmosphère, enfin Christophe et Erwan avaient une atmosphère qui fait qu'on se glissait, dedans. Je me glissais un peu dans leur sillage. Mais, c'est vrai qu'après de devoir dire des textes, apprendre à dire des textes et être dans les mots des autres, c'est plus compliqué. Enfin, pour certains comédiens, c'est plus compliqué de devoir improviser. Moi, j'aimais bien cet exercice, ce qui est curieux parce que là, j'y reviens, avec, la troupe de théâtre avec laquelle je travaille, qui sont les Chiens de Navarre. On est beaucoup Ah, sur des improvisations. Ouais, donc je retourne un peu à ce plaisir, cette liberté-là. Mais en même temps, oui, c'était aussi pour apprendre, le fait d'en passer par le texte, pour apprendre le jeu, pour apprendre à interpréter à l'intérieur d'un auteur, d'un personnage, avec des contraintes, qui sont différentes, ouais. Mais j'aime bien l'équilibre entre les 2. J'aime bien l'équilibre entre une partition et une part en tout cas au cinéma, s'il peut y avoir des fenêtres de tir pour, un tout petit peu créer l'incident, l'accident ou, tout en respectant le sens, je trouve que c'est toujours, assez heureux. donc tu as fait, l'inspecteur Perdrix? Ouais, ne fais pas le voyage pour rien. Ne fais pas le Ouais, voyage pour rien et ensuite tu as joué dans Perdrix, donc ouais. tu as le Perdrix univers en fait. Est-ce qu'il te laissait toujours une part d'improvisation ou là tout était très très écrit et tu étais obligé de te plier à cette partition? Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne question ça. C'est très écrit, c'est ça qui est drôle, non, c'est très écrit, ce que fait Erwan. Et non seulement c'est écrit, mais ça demande un ton, de trouver le ton, particulier. C'est-à-dire que tout à coup on sait pas vraiment lequel au départ, mais tout à coup ça peut ne pas marcher pour, des questions presque, très très mystérieuses. Mais en tout cas, on voit bien que si on change un mot,
ça marche pas ou donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est très écrit, mais aussi dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a c'est une écriture nécessaire et par ailleurs, il y a des moments, mais qui sont voulus où, il y a des fenêtres de voilà, de légère impro. Je pense au bar, quand on était dans un il y avait une scène, avec Swan, au bar où, à la fois c'était écrit, mais ça lui-même savait dès le départ, dans son écriture en amont, qu'il fallait pouvoir aussi, faire respirer la chose et voir où on allait. Donc on a fait beaucoup, beaucoup de prises, mais c'est parce que c'était aussi un moment de légère lâcher prise du personnage, donc ça allait de pair. Mais là, on est vraiment dans l'équilibre avec Erwan entre l'écriture pure et puis la recherche de l'axe, de liberté par laquelle ça peut advenir. Mais c'est plus lui en tant que metteur en scène qui cherche aussi son angle et sa liberté. S'il trouve pas, il cherche un autre angle, il fonctionne un peu comme un acteur finalement, ce qui est très agréable. Et tu étais consulté sur le scénario du coup? Ou c'est lui qui apporte le scénario et après vous faites des apports si jamais vous en avez? Ah non, c'est lui qui, Ouais. ouais, ouais, qui écrit. Après on en parle avant, après on répète un tout petit peu, on voit, on enlève ou mais en tout cas lui il vient avec la ouais, avec la partition. Après on se connaît donc j'imagine qu'en tout cas dans ce film-là, il écrivait en pensant, quand on pense à un comédien, on écrit aussi en imaginant, la manière dont il va parler, mais Il voilà, se mais on plie, à ta linguistique, propre. ouais et puis on se connaît bien, donc je pense qu'on n'a presque pas besoin de se parler. Enfin je c'est assez bizarre, je le vois derrière sa caméra, je vois juste un petit mouvement, je me dis: «Bon là ça doit pas aller». Quand il est content, c'est pas plus que ça non plus, ça peut être ce mouvement-là, mais voilà, on n'a pas besoin de c'est un peu comme Bouvard et Pécuchet, quoi. On peut aller pêcher, ensemble, ce qui se passe au-dessus de nous est drôle, quoi et donc il y a cette confiance-là. Donc tu as commencé au cinéma vers, 2006 je dirais? Si Ça, mes souvenirs sont c'était bons. le premier film, ouais, des Amitiés maléfiques. Est-ce que c'était, raccord avec tes attentes, du cinéma? C'était quoi la découverte de ce monde-là? Après les courts métrages amateurs, après les courts métrages, faits de briques et de broc, là tout d'un coup tu Ah, rentres sur un c'était un moment très heureux parce que, c'était le premier film, moi je découvrais un peu les choses. Alors il y avait des comédiens, Malik Zedi avait beaucoup tourné, moi je comprenais rien des fois, hein. J'étais à fond, chant contre chant, même je me souviens, il y avait une nuit où je tournais pas, mais je voulais absolument en être, donc je pense que personne comprenait ce que je foutais là, que personne n'avait envie de faire une nuit, les techniciens et cetera. Moi je trouvais ça génial de pouvoir, tourner la nuit, je voulais voir ce que ça faisait, donc je venais même les jours où je tournais pas parfois. Donc j'adorais ça, mais ce qui m'amusait, c'était aussi toute la fabrication, l'ambiance, tout ce qu'il y avait autour, donc en même temps, je comprenais pas tellement ce qui se passait. Il y avait les répétitions mécaniques ou techniques ou celles du jeu, je faisais pas la différence, donc des fois, il y avait Natacha Rainé qui me mettait la main sur l'épaule, qui fait: «Tu peux te tu peux te détendre, tu peux» pour s'économiser et cetera, mais mais voilà quoi, j'étais un peu, j'ai vu le résultat, ensuite en voyant l'écart qui peut exister entre ce qu'on se figure et ce qui est et puis la faible marge aussi, je dis pas ça péjorativement, mais que peut avoir l'acteur par rapport au théâtre sur, enfin l'incidence qu'il peut avoir sur le personnage, au sens où au théâtre c'est l'acteur qui fait le chaud, le froid, qui fait les gros plans, les arrière-plans, qui structure aussi son parcours, en temps réel, dans l'intensité. Alors que là, c'est du montage, c'est des choix de réalisateur alors que moi, je pense que je vivais chaque journée du film comme si c'était on était en direct, quoi. Voilà. Mais c'était un moment très heureux, ouais, très naïf, de ma part et tu as réussi à t'en détacher de ça, de ce que ça peut donner comme résultat? Parce qu'au ah ouais, théâtre, on se pose pas complètement. la question. Ouais, ouais, de plus en plus et même c'est même très agréable de se dire, de pas se juger, de pas juger, en fait, même soi-même ou la scène, de pas savoir, d'essayer des choses, en fait, de proposer, finalement, je me dis un acteur, il propose une matière à comme un monteur, voilà, ou un technicien qui propose une lumière, il propose avec sa spécificité, son corps de métier, il propose des couleurs et voilà, on est un peu de la peinture pour un peintre. Après, ça n'empêche pas de réfléchir et d'avoir une réflexion sur ce qu'on a envie de faire
Mais il y a toujours cette chose-là qui varie pas, qui est qu'une scène, c'est un moment présent et que donc il faut surtout essayer d'être au présent avec la réplique en face, avec le puis de pas trop, une fois qu'on a réfléchi à la couleur qu'on voulait donner, de plus réfléchir au moment présent, ouais. Sinon, on est dans une spéculation, il y a on est en arrière ou trop en avance, enfin, ou trop en retard. J'ai hâte d'être très, très vieux pour perdre complètement un peu, enfin pas à ce point-là, mais la mémoire et être uniquement dans un épure de présent. C'est-à-dire, de dire, «Oui, qu'est-ce que je dois dire? Omelette, omelette», et là, on peut interpréter à l'infini, on se dit: «Quelle interprétation incroyable!» alors qu'en fait, on était juste dans l'omelette, quoi. Mais, je pense qu'aussi que plus on est jeune, plus on a trop d'énergie. On a c'est très, très dur de se laisser aller, de s'en foutre dans le bon sens du terme. Donc vivement la vieillesse, quoi. J'espère que je mourrai pas avant d'être vieux. Et tu veux dire, en profiter aussi dans la vie, réelle? D'être dans le moment, présent, constamment, quoi? Je crois que ça doit être un peu plus chiant quand tu es vieux dans la vie réelle, au Monoprix, tout ça, avec des gens qui vous disent: «Vous pouvez pas avancer monsieur». Je fais: «Oui, mais je sors mes pièces. Je suis dans le Je présent, monsieur. je suis dans le présent, j'achète des œufs pour mon omelette». Mais, je pense qu'on doit perdre un temps considérable en tout. On doit trouver que tout le monde va trop vite, ça doit être terrible. Mais pour le jeu, oui, ça doit être assez agréable. Alors j'ai un petit peu évoqué là, le fait que dans les courts métrages, tu écrivais, enfin, façon de dire, tu disais des textes que tu, improvisais ou auxquels tu avais peut-être pensé avant, je ne sais pas. Et pour moi, c'est le début de ton envie d'écrire. Et alors je te connais pas plus que ça dans l'intimité, je est-ce que tu écrivais déjà à l'époque? J'écris, Heu, mais des poèmes. mmh, Le truc n'existe plus du tout aujourd'hui. Mais, des vrais poèmes, je me souviens, ou des nouvelles poétiques très donc c'était un peu perché quand même. Mais, je m'étais jamais dit: «Tiens, je vais écrire un scénario ou des dialogues ou j'étais plutôt dans des aspirations, un peu, bah, de ça, un peu rimbaldiennes, un peu folles, de nouvelles formes, mais uniquement pour moi, et puis c'était très déstructuré surtout. Je pense que c'était pas du tout, je faisais pas le lien avec le fait que ça puisse être aussi un entre guillemets «un métier» ou vraiment valable. et c'est venu à quel âge ça, Moi, j'ai toujours écrit en fait, mais finalement j'ai écrit, assez tard. Enfin, c'est venu il y a 7 8 ans, enfin de vraiment me dire: «Tiens, je vais envoyer un scénario, je vais écrire un roman, ou c'est venu un peu tard, ouais. Parce que sans doute qu'il y avait comme ça des jaillissements. Après, je pense que ce qui est le plus dur à trouver, c'est la structure. Enfin, c'est le fait de donner un sens, à ça, de structurer dans une histoire, et peut-être avec un peu d'âge, on finit par avoir un tout petit peu un léger regard sur la vie, même, mineur, sans prétention, qui fait qu'on se dit: «Ah oui, en fait, on peut avoir un recul sur, ce que c'est le temps, des époques, des moments», et donc on peut commencer à structurer une histoire aussi, en tout cas moi par rapport à ce que j'écrivais, je pense que ça me demandait d'avoir, quand même, d'approcher les 40 ans pour pouvoir en parler. Sans doute parce que ça avait à voir avec le temps, l'amour, ou des choses un peu folles, donc peut-être que si j'avais été passionné de skate, je dis un truc vraiment de vieux, le skateboard, non, mais j'aurais écrit un truc, un peu foufou et avec une caméra embarquée à 20 ans, mais comme je sentais que c'était pas du tout mon support d'imaginaire. Peut-être que là, voilà, il y a un âge où les choses se rejoignent, en fait. Bah, comme tu disais que tu regardais les Douanel ou le film de Stache, c'était des personnes plus âgées, plus mûres Ouais, et qui portaient une mélancolie qu'on a de 30 à 40 ans, ouais, avec peut-être que les déceptions, enfin les choses de la vie, ouais. Alors qu'à l'époque, je les regardais, j'étais fasciné sans savoir pourquoi, mais presque je voyais tout du bon côté, même si c'est pas l'inverse forcément aujourd'hui, mais par exemple, je voyais pas du tout ce qu'il y avait de mélancolique dans la série des Douanel, alors qu'en fait, quand on les regarde aujourd'hui, c'est aussi beaucoup d'échecs
Donc je voyais ça comme une façon de vivre. Je voulais, vivre comme ça, comme dans un film, hein, comme ça. C'était un peu flou, mais je pense que le regard qu'on peut avoir après sur cette chose-là, il peut advenir qu'après, une fois ce qu'on sait un mariage, hein, parce qu'on sait une séparation, des choses, et puis, voilà, il y a des choses aussi que j'ai pas encore vécues comme la vieillesse, l'approche de la vieillesse, que c'est un corps, vieux, des souvenirs, le fait d'être un peu en dehors des choses, donc voilà, oui, c'est sans doute lié à ça, ouais, ouais. Je voyais qu'il y avait des choses qui m'attiraient sans avoir forcément le recul. Je vois derrière toi donc, la Ouais, bibliothèque, bien fournie, donc c'est je ouais. pense que c'est un deuxième e nourriture pour toi, la littérature? Ouais, ça l'est devenu. Peut-être parce que comédien, c'est pas vraiment du plein temps, non plus, même, surtout en ce moment. Bah, c'est de Mais, l'intermittence effectivement, mmh. l'intermittence et ouais, ouais, ça l'est devenu, progressivement, naturellement, en fait. Mais Donc j'ai toujours lu, mais, j'avais jamais essayé forcément de mener à bout, à part des nouvelles ou des formes poétiques, un récit, en fait. Puis un jour, je me suis dit: «Allons au bout», voilà. il y a eu un élément déclencheur ou c'était, une envie, une histoire que tu traînais, que tu voulais raconter depuis longtemps? Heu, c'était une Ou c'est nécessité spontané? à ce moment-là d'écrire, ouais. Dans le premier roman, j'essayais d'écrire à quelqu'un qui ne me répondait pas et donc finalement, je me suis dit: «Finalement, on peut c'est ça un roman, c'est écrire à quelqu'un qui ne vous répond pas». Mais et c'est un monologue finalement et c'est parce que les réponses me manquaient, que je me suis dit: «Mais le temps que je passe à essayer de parler à quelqu'un, je ferais mieux d'écrire, ce que j'ai moi envie d'entendre en fait». Donc c'est né un peu de cette nécessité-là, mais ça c'est la conjoncture. Après structurellement, j'avais toujours pensé, à faire des romans. Je pense que j'ai dû commencer à écrire une quantité de romans. D'ailleurs j'adorais, j'avais proposé ça à mon éditrice, de faire un livre avec que des débuts de romans avortés. C'est-à-dire 2 pages, à chaque fois, des échecs et que la somme de ces débuts ratés, puisse comme ça raconter quelque chose. Alors il y a un roman Mmh. génial de Italo Calvino où c'est à peu près ce principe. Italo Calvino donc Ah qui oui, écrit un Baron début de Perché. roman. Ouais. Oui, Le Baron Perché, Cosmic Comics et tout ça et là, ça s'appelle «Si par une nuit d'hiver un voyageur» et ça commence comme ça et c'est quelqu'un qui découvre un roman dans une librairie et il y a tout ce début d'histoire qui se passe dans une gare, qui est un début un peu de thriller et ça s'arrête et il cherche parce qu'en fait, il y a eu une erreur de feuillet et c'est un autre feuillet d'un autre roman qui s'est intercalé et puis il cherche et puis au fur et à mesure du roman, c'est que des débuts de roman et il y a jamais vraiment de Ah fin, il y a que génial. des Ah bah il y a voilà, que ça a déjà des été, prémices. ouais, mais sans doute que c'est venu du fait qu'il a dû, à chaque fois, je Peut-être. suis sûr que c'est ça. Le nombre de trucs avortés, c'est fou. Et ce qui serait génial, c'est d'avoir ça des auteurs très connus parce on aurait tous envie de lire, on se serait dit: «Ah il est con, il aurait dû continuer», et en plus c'est fou comme sur 10 pages, on peut déjà en tant que lecteur, s'imaginer tout un roman et se dire: «Ah je suis sûr que ça va parler de ça» et si ça s'arrête, c'est génial, parce que ça appartient au lecteur du coup de tisser la fin. Avant, j'étais très complétiste, il fallait quand je commençais un roman, il fallait que je lise jusqu'à la fin, même s'il était mauvais. Maintenant, effectivement, je m'arrête au bout de 10 pages, si ça me plaît pas, parce que dans 10 pages, on sait quand même, à peu près où on va. Je te Ouais. rassure, je l'ai continué jusqu'au bout. Tu me fais peur. Je l'ai lu d'une traite Ouais. D'ailleurs, et c'est ce que tu fais dans tes émissions de cinéma. Je crois que tu fais une émission qui s'appelle À vue d'œil, où tu n'as pas vu les films et c'est tu te ça, donnes le ouais. droit d'en parler. Voilà, Et exactement. alors moi, à vue d'œil, je pense que c'est vraiment de la merde. Émission odieuse. A Alors, priori, ça s'appelle, a priori. ce serait une bonne émission, je t'inviterai toutes les semaines. Bah, parlons-en de ce roman. Alors, c'est le deuxième du coup, aux Ouais, éditions, Léo Scheer, je sais pas si je Léo Cher, Scheer, ça se présente. ouais, Alexandre Steiger écrit Sans Bill ni Murray. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce roman? La genèse, bah, c'est un croisement de faits. Donc déjà, il y a la genèse du titre parce qu'en fait, mon éditrice enfin, aurait aimé qu'il y ait Bill Murray dans le titre et je trouvais pas. J'en avais un milliard, mais je trouvais pas un titre qui me satisfaisait. Donc j'ai fini par lui écrire un mail en lui disant: «Je pense que je ne mettrai pas Bill Murray, voilà,
donc je finissais par dire: «Ce sera 100 Bill Nimeray». Elle m'a dit: «Bah, voilà, je savais que tu trouverais». Et donc ça déjà le titre est un peu né comme ça, mais j'avais très peur d'un titre qui soit trop, qui soit bon bref, trop commercial ou mais finalement c'était très bien comme ça. Mais la genèse non, c'est venu d'un roman que j'avais commencé à écrire, où je voulais écrire sur rien, heu, en me disant: «Tiens, voyons ce qui se passe, hein, s'il se passe rien» et d'aller au bout de ce fil-là et mais vraiment rien quoi. Je me suis dit: «Tiens, ça peut être drôle, oui». Vraiment à chaque fois, c'est une espèce de truc avorté encore qui finirait par tisser en creusant dans l'interstice de l'ennui ou de l'invisible, une aventure folle de néant quoi et peut-être parce que j'ai horreur des gens qui font des enfin pas horreur des gens, mais en tout cas je suis pas il y a des gens qui font des suractivités, qui sont moi j'ai fait, 50 sauts en parachute cet été et cetera. J'ai fait du kayak, machin et je me suis dit: «Je voudrais faire un truc complètement inverse où tu as pas vraiment bougé». C'est-à-dire que ton bilan carbone, serait vraiment très bon. Tu aurais fait le tour du pâté de maison en 6 ans et puis, il se trouve que, je me suis retrouvé, parachuté sur le film de Wes Anderson et tout c'était assez drôle parce que tout était très mystérieux, on savait pas, tout était secret, il fallait qu'on soit là une semaine à l'avance pour essayer des costumes, ça durait enfin vraiment longtemps. On revenait en train, ensuite il y avait une chambre d'hôtel, il y avait le scénario était posé avec écrit secret défense et cetera pour que je m'aperçoive au final que j'avais une phrase à dire qui était «excuse me» et bref, mais en même temps c'était génial de se retrouver sur ce plateau avec, toutes ces vedettes, parce que contrairement enfin, on est tous rassemblés ensemble sous une tente, il y a pas de différence, il y a pas de carrelage, il y a pas de donc on traîne, moi j'avais une phrase à dire, je crois que je suis resté 3 jours, avec, Owen Wilson, avec, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, et Bill Murray, où on parlait de recettes de tarte aux pommes, enfin bref et cette histoire était, à la fois folle et rentrait parfaitement dans ce cadre-là. C'est, d'essayer de faire rentrer cette histoire dans une autre, quoi, de ce type-là à qui il arriverait une espèce d'énorme aventure qui en même temps n'en est pas une puisqu'il finirait par dire une phrase et ce qui est vrai, c'est que j'ai eu une laryngite à ce moment-là et que j'avais du mal à parler en plus, à la dire. J'ai une sorte de honte, mais mais voilà, donc c'est né d'un souvent souvent c'est un roman bizarrement, enfin en tout cas ça naît de 2 idées qui se superposent, d'un croisement. Alors rassure-moi parce que dans le roman, en fait, le protagoniste, narrateur, doit jouer un petit rôle. Il doit dire: «Excuse me», en Ouais, étant crédité au générique comme le Beard Doctor. ouais, J'ai le été docteur voir Barbu. sur IMDb ta, Ouais, ta filmo et il y a effectivement, le film de Wes Anderson qui va sortir et tu es crédité dedans, comme le Beard Doctor. ouais. Dans le roman, il est coupé? Rassure-moi, tu es dedans? Je sais pas encore, oui, Ah! enfin, en tout cas la scène est pas, la scène n'a pas été coupée quand je l'ai tournée. Contrairement au roman où tout à coup la scène est annulée au dernier moment. Mais mais je mais si ça se trouve, on voit à peine le bout d'un nez ou je sais pas, mais ça m'amuserait d'ailleurs. Je trouverais ça très drôle de ne pas y être, d'avoir disparu ou qu'on reconnaisse une oreille, vaguement dans un coin. Mais non, non, je crois que peut-être que j'y serai, je serais très étonné moi-même. Mais le film en tout cas ne sort pas. Ça fait 2 ans qu'il sort pas, donc ça j'aime bien aussi cette idée. Ce film qui ne sort jamais. Je sais pas si c'est vrai ou Le pas. film maudit. Ouais, tout devient fou. Mais Et du coup, tu dis que c'est assez secret, il y a eu un casting d'organisé, y compris pour les doublures et pour les silhouettes? ouais, C'est toi qui as demandé à participer au casting ou il y a eu des shortlists qui sont circulées comme ça, oui, c'est-à-dire que le Wes Anderson, a des habitudes, qui raconte les habitudes de Wes Anderson. Il adore le slam, non, non, mais il travaille avec, une directrice de casting quand il est à Paris et c'est aussi une histoire d'affinité et puis cette directrice de casting lui propose, des acteurs, mais je pense que lui-même ne savait pas ce qu'il allait donner aux acteurs, quand, voilà, il s'agissait de rencontrer,
les acteurs. Donc il y avait des essais comme ça, aussi très secrets. Enfin, c'était surtout des scènes d'anciens films, enfin de ces films. Il y avait une scène de Darjeeling à passer en anglais. Donc on rencontrait une sorte de bras droit, de personne avec qui il travaille, homme de confiance. Mais tout l'entretien était en anglais, donc il fallait aussi être assez à l'aise avec la langue anglaise. Et donc petit à petit, on vous dit, ah bah, vous passez un premier tour, etc. Puis on vous dit, vous êtes pris. Mais pourquoi, on ne sait pas. Et, euh, et donc là, les gens le découvraient. Alors je sais il y avait des acteurs qui savaient quel rôle ils auraient. Je crois que c'était le cas d'Almalric ou de Guillaume Gallienne qui avait des rôles assez conséquents. Mais pour d'autres personnes, on ne savait pas. Ce qui a créé parfois des tout petits, ce qui n'est pas mon cas, moi je ne suis pas non plus une vedette internationale, mais certains, il y avait eu des effets d'annonce un peu dingues pour des acteurs quand même assez connus qui se sont retrouvés avec effectivement une phrase. Et voilà quoi. Mais je pense qu'une phrase chez Wes Anderson, ça va quoi. Mais du coup, tu as aucune idée de l'histoire? C'est comme dans le Non, roman, on non, t'a donné que ton ouais, passage, quoi. ouais, ouais. Donc tu Ce as qui hâte est de le bizarre, découvrir aussi? bah, j'ai hâte de découvrir pourquoi j'ai signé, mais mais en même temps, on sent qu'on n'a pas du tout besoin, c'est très bizarre, hein, de connaître. Bon, en même temps, j'avais pas, sur Excuse Me, je pouvais pas non plus dessiner toute une trajectoire psychologique. Je pouvais ne pas savoir quel était le. Mais comme c'est extrêmement graphique et pour le coup, c'est vraiment du moment présent, c'est-à-dire il y a une sorte d'absurdie dans son image, au moment du plateau, de poésie. On accepte totalement l'effacement de tout, quoi, de la mémoire, on est dans des situations il est très graphique, hein, il est complètement maniaque, quoi. C'est-à-dire que le moindre truc, là, par exemple, ton petit lapin, là, jaune, il te le remettrait, 17 fois en place, très gentiment d'ailleurs, il est très, très content. Mais tu dirais que c'est quand même une expérience assez fantastique? Oui, 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 bah, oui, de les voir travailler, même pour tout ce qui était à côté, de pouvoir discuter, avec, Schwartzman de La maman et la putain, qu'il connaissait par cœur, qui était complètement hystérique, on se faisait les dialogues comme ça. C'est aussi beaucoup, pour ça, quoi. Ou d'ouvrir la porte des toilettes et de tomber sur William Dafoe. Bon, voilà, c'est un peu des fois, c'est des gens qu'on fait rêver, donc on essaie de faire genre comme si tout était normal. «Hello, ouais, OK, Quand j'ai lu le bouquin, je me fais toujours une voix intérieure et là, c'était c'était un mix justement entre Jason Schwartzman, je sais pas, il a fait une série qui s'appelle Bored to Death où ouais, j'ai pas vu ça, c'est ouais. un type qui s'ennuie à mort dans sa vie et qui décide Ouais, de devenir, détective et d'accord. c'est assez bah, c'est vraiment dans le ton un peu Wes Anderson, Schwartzman et cetera et c'était un mix entre ça et Étienne Dorsey, en fait, dans ma tête. De temps en C'est temps, pas c'était, faux. Jean Rochefort qui parlait et puis de temps en temps, c'était Jason Schwartzman. Bah, je le conseille vraiment beaucoup ce livre, y compris, pour les non fans de Bill Murray. C'est écriture très drôle, tu dis que ça écrit sur rien. Il y a un peu de ça, mais c'est tellement bien écrit. Il y a tellement de punchline. Je sais pas, j'en ai retenu quelques-unes. Il y en a une où tu dis, «Notre vie était, comme un road movie dans un embouteillage», des Ah oui, plein de ouais. petites phrases comme ça, des situations vraiment très drôles et tu sens vraiment le vécu, en fait, de ce tournage. Même si les noms changent, les situations, tu les as un petit peu modifiées, mais vraiment une écriture très drôle. J'ai hâte de lire le premier parce que je l'avais pas lu. Moi Ça non m'a plus, donné je l'ai envie pas de lu. tu relis pas tes Je œuvres lis donc. pas mes livres. Beaucoup de corrections sur celui-là, de la part de l'éditeur? Je veux dire si c'est le texte brut et après on te dit: «Ah, il faut remanier» ou c'était, Alors celui-là, je l'avais arrêté je m'étais dit: «Tiens, je vais l'arrêter au moment où il y a plus d'essence dans la voiture», et donc je l'arrêtais en bord de chemin et ça me faisait rire, mais mon éditrice m'a dit, il faut un ça m'a fait épilogue? beaucoup rire, mais voilà, le lecteur a et elle a eu complètement raison. C'est-à-dire, même moi, je suis plus content de cette version, je voulais qu'il y ait pas de fin ou que ce soit, voilà. Bah, là, ça se termine quand même par une lettre magnifique que, si vous lisez pas le roman, lisez au moins la lettre. Parce qu'elle fait 2 pages à la fin, elle est magnifique. Une Merci. lettre, d'amour, Ouais, une lettre d'amour,
a posteriori. a posteriori et c'est Ouais. je trouvais c'est bourré de bonnes idées, en fait. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. On pense, mais ça, ça va être tourné ça? Ça va être, Ce livre, oui, je sais pas si on peut tourner ça parce que c'est, il y a quand même beaucoup de choses en creux, ouais, beaucoup d'errance, de spéculation, bah, c'est un peu le rôle du metteur en scène justement de remplir ces creux. ouais, mais ouais, peut-être qu'il faudrait que je le fasse, peut-être qu'il faudrait, ouais, mais surtout, il faudrait tourner les films que le personnage à l'intérieur, veut tourner, qui sont des films impossibles avec Avec des des titres, avec des symboliques, ouais, avec avec des un titres impossibles psychiatre, à vendre. et un SMS qui bloque une rue. C'est ça, voilà, des synopsis, ça peut, je sais plus, dans le livre, il a écrit un film qui a pas marché, qui s'appelait Steak haché anarchie, je crois. C'est ça. Il y a toujours des titres qui sont pas forcément géniaux. Mais il faudrait que tu fasses ça, un livre de début de roman et un livre de Mmh. synopsis de film, intournable. Ah bah, parfait. Dans le livre, c'est, la rencontre fortuite avec, un sosie ou Bill Murray lui-même, on c'est pas explicité, qui donne envie au protagoniste de faire un film où Bill Murray, aurait le 1er rôle et donc il doit rentrer en contact avec lui. Il y a des très jolies pages, je crois que c'est le deuxième chapitre qui est consacré à Bill Murray, au visage de Bill Murray, à la mélancolie de ce visage, aux cicatrices, quel était ton rapport avec Bill Murray, avant de le connaître? Est-ce que c'est de le rencontrer qui t'a donné envie de faire le roman ou tu avais déjà, une grande passion pour lui auparavant? Non, enfin, il faisait partie des acteurs comme tout le monde, que que j'adorais ou que et en même temps, voilà, il faisait partie un peu de ce que j'appelle des spectres, des des fantômes de comédiens, qui font partie d'une famille imaginaire. On se dit: «Tiens», je sais pas, moi j'aime bien les acteurs un peu en marge qui sont profondément acteurs, mais qui semblent en même temps ailleurs, mais je sais pas, là je pense à Michael Londal qui dans un autre registre avait ça aussi, ou des acteurs qui Rochefort aussi dans un autre registre, ou des gens qui sont un peu en diagonale déjà, par rapport au métier et par rapport à eux-mêmes. Donc ils faisaient partie des spectres un peu comme ça, des gens, qui me fascinaient, sans être forcément un fan de Bill Murray, de la première heure, et le fait de le rencontrer et effectivement a déclenché, ce désir-là de je pense que c'est le fait de faire du golf avec lui dans un gobelet, enfin c'est ce détail-là en fait qui a fait que je me suis dit: «Là il faut», je me dis: «Comment ça se fait qu'un type peut jouer au golf dans un gobelet et jouer très sérieusement avec vous, en comptant les points et cetera?» Là je me suis dit: «Il y a une forme de folie géniale, chez ce type-là», Ça et alors, ça me fait penser à Kitano, je sais pas pourquoi, dans tous ouais, ses films, il joue. Il fait des jeux enfantins, des jeux de bonneteau, des jeux sur la plage, des jeux avec un gamin. exactement. Il y a un petit côté comme ça. Exactement, et l'écart entre le fait que ce type-là soit réellement injoignable, c'est-à-dire que c'est vraiment, je pense que on peut avoir plus de facilité à trouver le 06 de Poutine que d'avoir Bill Murray, quoi, et ce mec-là, qui tout à coup, une fois qu'il est là et qu'il apparaît, est dans la plus grande normalité. C'est-à-dire, on s'imagine que, je sais pas si bon, il est mort, mais si on pouvait pas voir Michael Jackson, le jour où on le voyait, ça devait être un truc un peu fou, il devait avoir des manières un peu dingues. Lui, pas du tout, c'était vraiment c'est comme un grand-père, tout est tout à fait normal, il fait des blagues. Donc ce décalage-là était fascinant. Je me suis dit: «Tiens, Jésus, automatiquement, s'il est apparu quelque part, il devait faire des choses très concrètes. Si ça se trouve, il était très, très simple. Si ça se trouve, il avait une voix aiguë, il parlait comme ça. Je sais pas, il y a donc ouais, ça me fascinait, et puis je me suis dit: «Comment faire un portrait de lui?» Parce qu'il fallait bien que je m'y colle à l'intérieur du livre, en dehors de l'utiliser comme personnage et de le suivre, et je voulais pas, enfin, je fais un peu son CV en le faisant faire par un médecin qui, tout à coup, s'y connaît vachement, en cinéma, on sait pas pourquoi. Il est fan des comédies des années 90, donc mais je voulais le prendre par un portrait et par un détail, et donc je suis parti de son œil, un peu comme un peintre sur un tout petit détail, et puis de rentrer dans l'œil, je me suis dit: «Je» et puis que ça soit juste un chapitre, et puis après c'est fait. C'est-à-dire que pour pas que ça fasse un peu bio d'acteur,
avec, tout ce que ça a comme défaut aussi. Et puis que ce soit justement presque une déclaration physique ou d'amour ou très poétique, et puis bon, il fallait que je fasse gaffe à pas être trop poétique non plus parce que voilà, c'était un équilibre à trouver entre l'humour, l'action et puis le poétique. Bah, c'est réussi. Bah, mais merci. Mais non, merci à toi. Merci. A priori, parce que tu as lu 10 pages, Non, non, j'ai tout lu de bout en bout. J'ai été happé par le style. Mais j'ai reconnu ce style virevoltant que tu avais dans les impros, mais là, c'était, comment dire, c'était canalisé et je trouve ça vraiment, vraiment bien écrit et je vais le conseiller à tout le monde. Ça va être mon cadeau là, des 6 prochains mois. Dès que j'aurai un cadeau à faire, ça sera celui-là. Ah bah, merci. Je Sans te Bill devrais un petit Nimeray, Alexandre Steiger. Voilà. Bah, merci à toi pour cette interview. bah, merci à toi.